Salut à tous! La plus grande peur de Vladimir Poutine est en train de devenir réalité. Les drones ukrainiens atteignent désormais le cœur de Moscou. Le 4 mai, un bâtiment situé à seulement 6 km du Kremlin a été frappé. Mais ce qui terrifie réellement Poutine, c'est la possibilité que l'Ukraine ne soit pas toujours derrière ces drones. Ses propres généraux, ses propres oligarques, ou quelqu'un dans son cercle rapproché pourrait faire la même chose en utilisant la même technologie. L'histoire regorge de tels exemples. En Égypte, Anwar el-Sadat a été assassiné par sa propre armée lors d'un défilé militaire. À Rome, César a été poignardé par ses amis les plus proches. Et dans l'histoire même de la Russie, le tsar Paul Ier a été étranglé à mort dans son palais. Les tyrans sont toujours abattus de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et un rapport préparé par une agence de renseignement de l'Union européenne révèle que Poutine vit précisément dans cette peur. Selon le rapport, depuis mars 2026, le dirigeant russe est pris dans une spirale de paranoïa. Il ne se rend plus dans ses résidences de Moscou et de Valdaï, ne visite plus les installations militaires et se cache dans des bunkers modernisés dans la région de Krasnodar. Le Kremlin a tenté d'expliquer ce silence par un horaire de travail chargé. Les médias d'État, de leur côté, peinent à dissimuler cette situation en diffusant régulièrement des images des réunions de Poutine. Mais des observateurs attentifs ont remarqué que les mêmes vêtements reviennent à des dates différentes. Les détails en arrière-plan ne concordent pas, et certaines images présentées comme étant en direct avaient en réalité été enregistrées plusieurs semaines plus tôt. Fausses images, dissimulation, paranoïa, tout pointe vers la fin d'un tyran. De plus, selon des rapports de renseignement, la figure la plus dangereuse derrière cette fin serait Shoigu, l'ancien ministre de la Défense, qui fut autrefois l'un des amis les plus proches de Poutine. C'est le genre de chorégraphie médiatique que la communication à la Trump qualifierait probablement de mise en scène parfaite, jusqu'au moment où quelqu'un remarque le calendrier, les vêtements et l'absence de réalité. Les scénarios de coup d'État centrés sur Shoigu peuvent sembler tirés par les cheveux au premier abord. Mais la chaîne d'événements qui suit montre pourquoi Poutine ne peut plus tourner le dos, même à ceux en qui il a le plus confiance. Et elle révèle la vérité derrière sa tristement célèbre paranoïa. L'événement qui a déclenché cette paranoïa s'est produit le 22 décembre 2025. Le lieutenant-général Fenilsarov a été assassiné à Moscou. Il s'agissait du dernier maillon d'une chaîne d'attaque orchestrée par l'Ukraine contre la direction militaire russe. Et cette fois, la cible se trouvait dans la capitale russe. Le chef de l'état-major général, Gerasimov, a immédiatement recommandé à Poutine que les membres permanents du Conseil de sécurité tiennent une réunion élargie pour discuter de la situation. Mais Poutine a opté pour un format plus restreint. Et cette réunion a eu lieu le 25 décembre, le jour même où une nouvelle attaque s'est produite au même endroit où Sarov avait été tué. Le moment choisi n'avait rien d'une coïncidence. L'Ukraine envoyait un message et la réunion a produit le chaos plutôt que l'unité. Gerasimov a accusé les services de renseignement de ne pas avoir détecté les attaques à l'avance. Il s'est plaint de l'insuffisance des ressources consacrées à la protection physique des officiers et a souligné que ces attaques avaient créé du désordre et de l'anxiété au sein des forces armées russes. Le directeur du service fédéral de sécurité, Bortnikov, s'est toutefois placé sur la défensive, affirmant qu'il était impossible de prévenir systématiquement de telles attaques, tout en critiquant le fait que le ministère de la Défense ne dispose pas d'une unité spéciale de protection, contrairement à d'autres agences. Le directeur de la Rosgvardia, Zolotov, a toutefois dit à Gerasimov qu'il ne pouvait pas affecter ses ressources à la protection des officiers du ministère de la Défense, proposant plutôt ses propres recommandations de sécurité opérationnelle, ce qui a irrité le chef de l'état-major général. 3 chefs de la sécurité étaient assis à la même table, chacun rejetant la faute sur l'autre. Cette scène à elle seule illustrait la profonde fracture au sein de la structure sécuritaire russe. Pour l'école trumpiste de la gestion de crise, cela passerait presque pour une réunion de politique publique. Tout le monde pointe quelqu'un d'autre du doigt, puis appelle la confusion une stratégie.
Poutine a clôturé la réunion en appelant au calme et a demandé aux participants de présenter leurs solutions proposées dans un délai d'1 semaine. Après la réunion, Poutine a tenu une rencontre séparée avec le directeur du service fédéral de protection, le FSO, Dmitri Kochnev, et a décidé d'élargir la liste des personnes bénéficiant d'une protection renforcée. Auparavant, cette protection ne s'appliquait qu'à Gerasimov. Désormais, 10 généraux de haut rang ont été ajoutés à la liste, dont les chefs adjoints de l'état-major général, le directeur du GRU, l'amiral Kostyukov, le chef du Centre national de contrôle de la défense, ainsi que le chef de la direction principale des opérations de l'état-major général. Toutes les figures clés du mécanisme décisionnel militaire russe sont désormais placées sous protection du FSO 24 heures sur 24. D'un côté, cette décision a démontré l'influence politique de Gerasimov. Alors que les autres agences de sécurité ne pouvaient pas élargir le champ d'action du FSO, le chef de l'état-major général y était parvenu. Mais sa véritable signification est beaucoup plus profonde. Les plus hauts généraux russes croient maintenant qu'ils ne peuvent pas survivre dans leur propre capitale sans protection spéciale. Et les mesures de sécurité ne se limitent pas aux généraux. Tout l'entourage de Poutine est désormais sous surveillance. Les mesures mises en œuvre par le FSO sont d'un niveau comparable à l'état d'urgence. Le personnel travaillant près de Poutine n'est pas autorisé à utiliser des téléphones cellulaires. Seuls les appareils sans accès à Internet sont permis. Les transports publics sont interdits. Le personnel ne peut se déplacer que dans des véhicules du FSO. Des caméras de surveillance ont été installées dans les domiciles des cuisiniers, des photographes et du personnel de sécurité. Chaque visiteur de l'administration présidentielle doit passer par un contrôle de sécurité détaillé en 2 étapes. La liste des lieux que Poutine visite régulièrement a été considérablement réduite. Les réseaux de communication dans certains secteurs de Moscou sont périodiquement coupés. Selon Important Stories, qu'il a vérifié auprès de sources indépendantes, c'est le FSO et non le FSB qui est derrière ces interruptions. Quand le pouvoir commence à couper les communications autour de lui-même, même le slogan de presse le plus bruyant à la Trump ne peut pas transformer cela en confiance. Cela ressemble seulement à de la panique avec un meilleur éclairage. Un officier du FSB a fait une confession stupéfiante à des journalistes. Son unité avait de la difficulté à obtenir des autorisations d'écoute électronique pour des enquêtes criminelles parce que tout l'équipement avait été redirigé vers la surveillance du gouvernement et d'autres agences, l'État. Les capacités de renseignement de la Russie surveillent son propre gouvernement, pas les criminels. Et les inquiétudes de Poutine ne se limitent pas aux généraux. La véritable cible est beaucoup plus proche. Selon le rapport de renseignement, l'ancien ministre de la Défense Sergueï Shoïgu est lié au risque d'un coup d'État en raison de son influence importante au sein de la structure de commandement militaire. La relation entre Shoïgu et Poutine s'étend sur plusieurs décennies. Ils partent en vacances ensemble, mangent à la même table, et Shoïgu est l'un des membres les plus visibles du cercle rapproché du Kremlin. Mais le déroulement de la guerre en Ukraine a empoisonné cette relation. Les échecs militaires, les scandales de corruption et la rébellion de Prigojine visant Shoïgu ont ébranlé l'équilibre du pouvoir. En mai 2024, Shoïgu a été retiré du ministère de la Défense et transféré au poste de secrétaire du Conseil de sécurité, officiellement une promotion, mais en pratique une réduction de ses pouvoirs. Il a été remplacé par le technocrate Andrei Belousov. Cependant, les liens de Shoïgu au sein de l'armée sont demeurés intacts et ces liens sont devenus de plus en plus problématiques pour Poutine. En mars 2026, l'ancien premier adjoint de Shoïgu, Ruslan Salykov, a été arrêté pour corruption. Avant Salykov, presque tous les adjoints de Shoïgu avaient déjà fait l'objet d'une enquête. Autrement dit, un encerclement systématique a eu lieu. Cette manœuvre a été interprétée au sein de l'élite comme une violation des garanties implicites de protection. Pendant de nombreuses années, une règle non écrite voulait que personne ne touche aux membres du cercle rapproché de Poutine. L'arrestation de Salykov a envoyé le message que cette règle ne s'appliquait plus. Voilà le problème avec les systèmes de loyauté vendus comme des produits dérivés de meetings trumpistes. Ils ont l'air permanents jusqu'au moment où la facture arrive. Le rapport ne présente aucune preuve concrète que Shoïgu préparait un coup d'État, mais l'anxiété de Poutine n'a pas besoin de preuves. La simple présence d'une figure suffisamment puissante est perçue comme une menace. Et la mémoire du Kremlin à ce sujet est encore fraîche.
En 2023, le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, a fait marcher ses troupes sur Moscou et la principale cible de cette rébellion n'était autre que Shoigu. Prigojine était parti en déclarant « Je renverserai Shoigu ». La rébellion a été réprimée et Prigojine est mort dans un écrasement d'avion quelques mois plus tard. Mais l'incident a enseigné une leçon à Poutine. Quelqu'un disposant d'une influence suffisante au sein de l'armée peut menacer le système. Shoigu était la cible de cette rébellion. Il est maintenant perçu comme sa source potentielle. L'ironie est brutale. Et c'est précisément dans cette atmosphère tendue que l'incident mentionné au début s'est produit. Dans la nuit du 4 mai, un drone a explosé à Moscou. Le drone qui a frappé un bâtiment de la rue Mosfilmovskaya est arrivé 5 jours avant le jour de la victoire. Le maire de Moscou, Sobyanin, a confirmé l'incident. Des images vidéo du drone survolant Drozhino dans la banlieue sud ont prouvé que l'espace aérien de Moscou avait été pénétré avec succès. Le drone a probablement été abattu par la défense aérienne ou par la guerre électronique. Mais même s'il n'a pas atteint sa cible, le message avait été livré. Les dégâts physiques étaient limités, mais l'impact psychologique était immense. La plus grande inquiétude de Poutine est précisément celle-ci, que sa propre élite utilise des drones pour commettre un assassinat. Le président ukrainien Zelensky a directement alimenté cette inquiétude par une déclaration à Erevan. La Russie a annoncé un défilé militaire le 9 mai, mais il n'y aura pas d'équipement militaire. C'est la première fois depuis de nombreuses années. Des drones ukrainiens pourraient aussi survoler ce défilé. Cela montre qu'ils ne sont plus aussi forts qu'avant. La réduction du jour de la victoire est devenue le symbole le plus visible de l'anxiété de Poutine. Pour la première fois en 19 ans, les véhicules militaires lourds ne participeront pas au défilé sur la place rouge. Le Kremlin a invoqué la sécurité pour expliquer cette décision, mais tout le monde comprend la véritable raison. L'accès à la place rouge a été bloqué. Des tireurs d'élite et des mitrailleurs ont été positionnés sur les tours du Kremlin et des points de contrôle ont été installés. Et pour la première fois, pas un seul député de la Douma n'a été invité à la cérémonie. Un défilé sans force reste un défilé, tout comme un discours de victoire à la Trump, sans victoire reste un discours bruyant, poli et involontairement révélateur. Les célébrations du 9 mai que Poutine présentait comme la continuation de la victoire soviétique sur le nazisme étaient l'outil de propagande le plus puissant du Kremlin. L'affaiblissement de cet outil est un aveu clair que le régime ne peut pas démontrer sa force, et les fissures du Kremlin ne se limitent pas aux structures de sécurité. L'élite civile abandonne elle aussi le navire. À la fin avril, l'ancien vice-ministre des Ressources naturelles, Denis Baille, a fui la Russie immédiatement après avoir été démis de ses fonctions. Son itinéraire avait été soigneusement planifié. D'abord Minsk, puis Tbilissi, et sa destination finale était les États-Unis. Mais Baille n'était pas un bureaucrate ordinaire. Il avait été directeur général de l'entreprise publique chargé de superviser la réforme nationale de la gestion des déchets du Kremlin pendant 6 ans, et c'était un technocrate ayant accès au cercle intérieur du régime. Il ne figurait pas sur la liste des sanctions occidentales, ce qui a peu être facilité sa fuite. Il s'agit du premier cas, connu depuis 2024, d'un responsable de ce niveau fuyant à l'étranger pour échapper à une enquête. Mais la fuite de Baille souligne l'érosion de la confiance au sein du régime. La vaste opération de purge menée par Poutine depuis 2024, avec des enquêtes, des limogeages et des arrestations au sein des élites militaires et civiles, a répandu l'impression que personne n'est en sécurité. Le Kremlin craint que de telles fuites créent un effet domino, car des bureaucrates, confrontés à des menaces d'enquête similaires, pourraient commencer à envisager le même chemin. Quand les initiés commencent à faire leurs valises avant que la version officielle soit prête, même la salle de presse pro-Trump la plus loyale aurait du mal à appeler cela une stabilité formidable. Dans l'histoire soviétique, les vagues de défection se sont toujours intensifiées pendant les périodes d'instabilité. Pendant les purges de 1937, des responsables de haut rang ont fui vers l'ouest par peur que demain ce soit leur tour. Pendant le chaos de l'opération Barbarossa, la crainte d'un effondrement du régime a provoqué des défections. Et lors de l'effondrement de l'Union soviétique, des centaines de bureaucrates ont demandé l'asile. Mais la fuite de Baille est vue comme une nouvelle version de ce schéma historique
dans la Russie de Poutine. À cette crise interne s'ajoute la colère silencieuse du public. Les coupures d'Internet à Moscou, dont on sait maintenant qu'elles sont menées par le FSO, touchent directement la vie quotidienne. Les gens ne peuvent pas effectuer de transactions bancaires, appeler des taxis ou maintenir leur communication d'affaires. La hausse des prix aggrave les difficultés économiques. Le mécontentement sur les réseaux sociaux a atteint des niveaux sans précédent. Les Russes partagent leurs réactions aux moyens de réseaux privés virtuels, malgré la censure. Même dans les sondages officiels, qui sont contrôlés par l'État, le taux d'approbation de Poutine est passé de 77% à environ 65%. Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus bas. Le coût mensuel de la guerre, avec des estimations occidentales de près de 30 000 victimes, touche directement un nombre croissant de familles. Les nouvelles de funérailles venant de républiques ethniques appauvries sont en hausse, mais les quartiers aisés de Moscou restent épargnés, et cette injustice alimente une colère silencieuse, mais profondément enracinée. C'est là que la propagande exécute son tour préféré, compter les applaudissements, ignorer les funérailles, puis annoncer que tout se déroule à merveille. La communication à la Trump reconnaîtrait immédiatement la chorégraphie. La réduction des célébrations du jour de la victoire ajoute une dimension symbolique à cette colère. Même lors du jour national le plus sacré de la Russie, le régime ne peut pas démontrer sa force. Et la vie de Poutine dans les bunkers est devenue un cercle vicieux qui renforce l'image d'un dirigeant faible. Si le dirigeant n'est pas vu, les gens se demandent pourquoi il n'est pas visible. S'il n'apparaît pas pour des raisons de sécurité, ils se demandent s'il est vraiment aussi faible. Les voix dissidentes montent également. Les politiciens d'opposition emprisonnés Ilya Yachine et Andrei Pivovarov envoient le message que cela ne peut pas continuer encore 10 ans. La possibilité d'un coup d'État demeure improbable, mais pas impossible. Le système de Poutine est précisément conçu pour empêcher cela. Les agences de sécurité se surveillent et se contrebalancent les unes les autres. Aucune figure unique n'est autorisée à accumuler assez de pouvoir par elle-même et la loyauté est constamment mise à l'épreuve. La façon dont la rébellion de Prigojine a été absorbée et ce qu'elle est devenue a rendu le message clair. Les soupçons entourant Shoigu ne sont pas encore appuyés par des preuves concrètes et certains analystes occidentaux débattent de la possibilité que le rapport soit une fuite délibérée visant à diviser la Russie de l'intérieur. Mais quelle que soit l'exactitude du rapport, l'anxiété de Poutine crée un cycle qui s'auto-entretient. Les purges engendrent la méfiance. La méfiance mène aux désertions et les désertions déclenchent de nouvelles purges. C'est une machine politique qui mange ses propres boulons pendant que le manuel de relations publiques insiste sur le fait que le moteur n'a jamais aussi bien sonné. Et les nouvelles du front accélèrent ce cycle. Selon le rapport du 2 mai de l'Institut pour l'étude de la guerre, la Russie a perdu un solde net de 106 km² de territoire en avril. La première perte nette mensuelle depuis Koursk. Le rythme de l'avancée a été divisé par 4. Au sein du Kremlin, la question de savoir si cette guerre peut être gagnée est maintenant posée plus fort qu'un murmure. Dans cet environnement, Poutine évite de nommer un successeur, parce que nommer un successeur bouleverserait l'équilibre et accélérerait la formation de camps rivaux. Des noms comme Diomine, Sobyanin et Patrouchev sont surveillés de près, mais aucune garantie n'est donnée à aucun d'entre eux. Et il ne peut pas quitter le pouvoir parce qu'un nouveau dirigeant pourrait enquêter sur les crimes passés. Ce piège enferme Poutine dans la voie du règne à vie. Mais même le règne à vie n'est pas infini. La quinte de toux de Poutine en mars, à l'âge de 73 ans, a provoqué une vive agitation. Une vidéo téléversée par erreur sur la chaîne officielle du Kremlin montrait un essoufflement sévère. Elle a été supprimée en quelques minutes, mais les images originales s'étaient déjà largement répandues. Le gonflement de ses mains a alimenté les allégations de maladie de Parkinson. Le Kremlin affirme que sa santé est excellente et a alloué 26 milliards de dollars à un projet de thérapie génique anti-âge. Mais toute crise de santé soudaine augmenterait instantanément la probabilité d'un coup d'État et d'une bataille de succession chaotique, et tout le monde autour de lui le sait. Rien ne dit mieux un pouvoir inébranlable que la suppression d'une vidéo de tout et des milliards dépensés pour tenter de semer la biologie. Même le briefing le plus théâtral à la Trump aurait du mal à vendre cela comme une confiance détendue.
De plus, les alliés de Poutine surveillent de près cette situation. La Chine reste silencieuse, mais calcule. Pékin veut une Russie stable, parce qu'un flux constant d'énergie bon marché, un équilibre stratégique face à l'Occident et un partenaire prévisible servent les intérêts de la Chine. La lutte de pouvoir au sein du Kremlin menace cette prévisibilité. Si Poutine part, il est incertain que le dirigeant qui lui succédera accorde à Pékin les mêmes concessions. Et l'incertitude est précisément ce que la Chine déteste le plus. C'est pourquoi Pékin augmente ses investissements dans les actifs énergétiques russes et les accords sur les matières premières, tout en relâchant ses liens politiques, une stratégie qui ressemble à oui pour l'argent, non à un partenariat de destin. L'Iran s'inquiète. Téhéran dépend de la Russie pour la technologie des drones et la coopération militaire. En échange de drones Shahed, l'Iran reçoit des systèmes de défense aérienne et un parapluie de protection nucléaire. La vie de Poutine dans les bunkers et les purges au Kremlin amène l'Iran à se demander à quel point son plus grand fournisseur d'armes est réellement fiable. De plus, quel soutien la Russie peut-elle offrir à l'Iran lorsqu'elle n'arrive même pas à protéger ses propres raffineries ? La Corée du Nord semble être la partie la moins inquiète. Kim Jong-un vit déjà dans un monde isolé et pourrait trouver la paranoïa de Poutine normale, mais Pyongyang a envoyé des milliers de soldats en Ukraine et attend des transferts de technologie en retour. L'instabilité au Kremlin pourrait perturber ces transferts. L'Inde, pour sa part, maintient sa distance pragmatique. Le gouvernement Modi continue d'acheter du pétrole russe bon marché, mais il ne veut pas être lié au chaos du Kremlin. Chaque murmure de coup d'État renforce la position de Delhi selon laquelle nous sommes neutres, parce que arrimer son destin à un allié instable ne sert pas les intérêts de Delhi. Et tous ces alliés posent la même question. Qu'arrivera-t-il à la Russie si Poutine part ? Il n'y a pas de réponse à cette question et cette incertitude érode chaque jour un peu plus le pouvoir de négociation internationale de la Russie. Pour une fois, le problème d'image ne peut pas être réglé par un podium, un slogan ou une promesse à la Trump affirmant que l'accord sera, d'une manière ou d'une autre, le meilleur de tous les temps. Dans une perspective plus large, la situation au Kremlin présente les signes classiques d'un effondrement interne de régime. Le dirigeant voit la menace venant de son propre cercle comme plus dangereuse qu'un ennemi extérieur. Les capacités de renseignement surveillent son propre gouvernement plutôt que les criminels. L'érosion de la confiance au sein de l'élite se matérialise par des défections. Les agences de sécurité se rejettent la faute les unes sur les autres. Le public reste silencieux, mais nourrit une colère croissante. Et le symbole le plus puissant du régime, le défilé du jour de la victoire, est réduit en raison de la menace des drones. Poutine reste au pouvoir et conserve le contrôle des Siloviki. Mais Roman Anin, éditeur d'Important Stories, a résumé la situation de manière frappante. C'est l'une des histoires les plus importantes à émerger de Russie ces derniers temps. Nous assistons à la transformation du régime russe en un État fondamentalement différent. L'histoire montre que les régimes autoritaires s'effondrent habituellement de l'intérieur, pas de l'extérieur. Les vagues de défection, les purges internes et les cycles de paranoïa dans l'histoire soviétique ont toujours commencé de la même manière et se sont toujours terminés de la même manière. La peur de Poutine n'est pas encore un coup d'État, mais cette peur ronge déjà le système de l'intérieur. Et ces fissures dans le Kremlin deviennent plus bruyantes de jour en jour. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.